Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Le thème aujourd'hui, c'est la revue fiscale des sociétés et notamment sécurité et optimisation fiscale des comptes des sociétés. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est un sujet que l'on traite nous habituellement entre le mois de janvier et le mois de mars-avril qui concerne la clôture des comptes. Alors, en cette période, principalement des clôtures de comptes du 31 décembre, mais après, ça peut concerner des clôtures de comptes au cours de l'année fiscale. L'objectif aujourd'hui et dans la revue fiscale, ce qu'on recherche, c'est au regard d'un contexte fiscal du droit des entreprises en France, où on a eu une baisse de l'impôt société au cours de ces dernières années, on a quand même un accroissement notable des vérifications de comptabilité et des sujets de friction avec l'administration fiscale. On le voit fréquemment, des sujets que l'on considérait comme acquis sont remis en cause ou des jurisprudences évoluent de la part des tribunaux, et donc il faut être extrêmement attentif sur ça. La revue fiscale, alors bien sûr, ça concerne un nombre de sociétés important, mais je dirais il faut quand même avoir une certaine envergure et souvent avoir plusieurs structures et des liens entre plusieurs structures pour que ça soit et ça commence à être fiable et à avoir des incidences financières importantes. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, on va voir deux aspects dans la revue fiscale, c'est la sécurisation des comptes, puis après l'optimisation des comptes. Notre premier point, c'est surtout, euh, avant de commencer n'importe quelle revue fiscale, on rencontre le dirigeant d'entreprise et puis on va comprendre l'activité, comprendre l'année, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que on a eu des acquisitions d'actifs importants, des acquisitions de sociétés, est-ce qu'on a eu par exemple à l'inverse un plan social, une diminution drastique des charges. Tous ces éléments-là vont permettre après de comprendre les documents que l'on va analyser. Donc, vraiment, il faut rentrer dans la vie de l'entreprise pour pouvoir comprendre les déclarations et puis surtout comprendre comment on va pouvoir derrière optimiser la situation. Donc, la conformité fiscale, c'est le premier point. C'est est-ce que mes comptes sont conformes? Ça nécessite quand même un audit régulier en interne et souvent quand on arrive, nous, on a une analyse qui est faite soit par le directeur comptable, soit par le DAF ou le directeur financier. Et nous, on va faire quoi? On va aller vérifier la conformité des déclarations et si les déclarations donnent lieu à paiement. Parce que des fois, on a des déclarations, mais on a oublié les paiements. Ou quelquefois, on a raté, notamment pour les taxes, certaines taxes fiscales, on a raté la déclaration. Le cas typique, on est aujourd'hui le 1er mars, c'est que normalement au 15 février, les sociétés devaient émettre les IFU et les transmettre à l'administration fiscale au regard des distributions de dividendes qui auraient pu intervenir. Alors, on parle de distribution de dividendes vis-à-vis des associés, mais ça peut être aussi de l'intragroupe. Et ça, c'est le cas classique dans les contrôles fiscaux. L'IFU, n'est pas réalisé. Mais l'IFU, ça concerne aussi des intérêts de compte courant entre sociétés. Donc, voilà, il faut vraiment rentrer dans les déclarations. Au regard de ça, on va amener un élément nouveau, nous, dans l'entreprise, puisque généralement, on intervient tous les ans, c'est la veille législative. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau français et international entre la clôture des comptes 2022 et la clôture des comptes 2023? Quel, alors, quand on parle de législatif, c'est aussi et surtout jurisprudentiel. Euh, Qu'est-ce qui a été remis en cause ou quels sont les points d'attention pour que la conformité fiscale vraiment basique prenne, gagne un échelon en termes de vérification
pour regarder des points qui nous paraissaient acquis et qui auraient été, peuvent amener à une analyse un peu particulière. Et puis surtout, on va faire quelque chose que il y a quasiment que les fiscalistes qui font, c'est l'analyse de la documentation et des justifications. Et nous, on va analyser les documents au regard du, de l'axe fiscal. Alors, on maîtrise totalement l'aspect corporate, et puis on va amener l'axe fiscal. Et là, souvent, c'est là où on a des problèmes, parce qu'on se rend compte que ils n'ont pas fait toute la documentation juridique. Alors, ça part du basique, hein. Le dirigeant qui est une holding, il s'est augmenté, sauf que la rémunération, elle n'est pas actée dans des PV. Donc l'administration pourrait tout à fait la remettre en cause. On a des prêts intra-groupes, on n'a pas de documents. Et puis, le cas classique, on n'a même pas de convention de gestion de trésorerie. Alors, je vais m'attacher à ce point-là parce que ça, c'est un sujet qu'on voit énormément cette année. Si on se rappelle, on va dire qu'on était sur un taux moyen de prêt entre sociétés entre 0,8 et 1 jusqu'à début 2022, 1% l'an. Et puis, donc, on mettait souvent du fixe dans les conventions. Et puis l'an dernier, on a commencé à se dire, tiens, ça augmente, donc on va mettre la règle fiscale admet d'aller jusqu'au taux maximal fiscalement déductible. Sauf que le taux maximal fiscalement déductible cette année, pour 2023, il est de 5,93%. Donc moi, j'ai eu plusieurs rendez-vous où, lorsqu'on analyse les flux entre sociétés sœurs, alors, ou même des personnes qui prêtent à des sociétés, on voit des sommes des fois relativement importantes. À 1%, on n'avait pas de risque fiscal. Quand vous êtes quasiment à 6%, vous avez un risque fiscal. Alors, il est couvert généralement par la problématique de l'intégration fiscale, parce que si on est dans un groupe intégré, le fait de facturer l'une en produits et l'autre et des charges, ça va se compenser. Mais souvent, lorsque dans les groupes, on a une structure immobilière et qu'on amène des sommes 1, 2 millions, 2,5 millions, parce que sur plusieurs années, ça peut monter vite, à 6%, c'est un vrai sujet. Donc, la question a été de se dire, mais on fait quoi? Est-ce que, on va incorporer le compte courant au capital social pour éviter cette fiscalité, ce qui a été décidé dans certains dossiers, ou est-ce qu'on va aller réduire le taux pour passer d'un taux maximal fiscalement déductible à, par exemple, le Euribor 3 mois? Alors, entre les deux, on va quasiment gagner 2%. On est quasiment à 4 dans l'un et dans l'autre, on est à 6. Donc, la documentation juridique, c'est surtout ce qu'il y a de plus important. Parce que il faut bien penser une chose, lorsque vous avez un contrôle fiscal, la première chose que va demander à voir l'inspecteur ou l'inspectrice, c'est le livre d'assemblée, le registre de mouvement de titres, les principaux contrats. Donc, si vous voulez éviter de le faire la veille d'un contrôle fiscal avec de mauvaises surprises, parce que là, on acte que la situation est mauvaise, faut le regarder tous les ans et se donner une certaine rigueur fiscale sur la rédaction de ces documents. Il faut bien penser que les documents sont d'autant plus analysés qu'on a des opérations intra-groupes. Lorsqu'une sœur travaille avec une autre sœur, on me dit, ben non, c'est dans le groupe, c'est pas nécessaire, on n'a pas fait de documents. Ben si, parce qu'il faut bien expliquer que fiscalement, vous avez un sujet, mais vous avez surtout un sujet juridique. Chaque société, même si elle est détenue au sein d'un groupe de sociétés, est juridiquement indépendante. On a des notions juridiques pénales qui s'appliquent. Euh, L'intérêt personnel de chaque société est important. Chaque société a une personnalité morale et elle ne s'efface pas devant le groupe. Donc, il faut en tenir compte fiscalement. Et honnêtement, la problématique de la documentation et de la justification, souvent des opérations fiscales,
c'est un tiers des contrôles fiscaux. Alors, quand on les prend depuis le départ, on arrive à gérer. Et quand on arrive dans un contrôle fiscal et on se dit, mais qu'est-ce qu'a fait le client? Pourquoi il a donné ça? Et surtout, pourquoi ils ont rédigé un torchon comme ça? Le document contractuel passe partout et souvent un vrai scandale. Donc, très important pour moi, cette documentation juridique. Et puis après, dans la gestion des risques fiscaux, on va aller identifier les risques avec des risques potentiels de redressement. Alors, ce qu'on va regarder, c'est un sujet accessoire, parce qu'on ne le trouve pas dans toutes les sociétés, c'est le crédit d'impôt recherche. Parce que qui dit crédit d'impôt recherche dit contrôle, quasi automatique. Et puis surtout, on va aller voir impôt société, TVA. Au regard de la TVA, comment fonctionne la société? Alors nous, en ce moment, on a beaucoup de contrôles fiscaux et la TVA, notamment sur les régimes hors TVA, l'administration essaye de les remettre en cause. Donc il faut toujours avoir une vraie documentation. On revient au sujet de tout à l'heure. Sur l'IS, on a des sujets qui reviennent bien souvent. Alors, euh, les provisions, c'est quand même un grand classique. Contrairement à ce qu'on pense, l'administration s'intéresse aux détails des charges et à la justification des charges vraiment en dernier. C'est avant tout les provisions, le cut-off des comptes, c'est-à-dire comment, lorsque vous êtes dans une activité particulière, hein, par exemple, prenons le bâtiment, vous êtes dans le bâtiment, comment vous avez clôturé vos comptes et déterminé votre chiffre d'affaires au 31 décembre en fonction de l'avancement des travaux, d'une situation qui a été faite. Voilà, parce qu'on sait très bien qu'en fonction des règles suivies, on pourrait avoir un mouvement sur le bénéfice. Dans le monde de l'assurance, on a eu quelques contrôles fiscaux dans le monde de l'assurance en fin d'année. Euh, Entre le décalage des informations reçues et la sortie d'un bilan, comment on va aller évaluer le chiffre d'affaires, par exemple, du dernier trimestre. Donc effectivement, quand j'arrive dans un contrôle et que l'expert comptable me dit je n'ai géré qu'en fonction des encaissements, alors on se regarde avec l'inspecteur des impôts, on se dit tiens, on n'a peut-être pas suivi les mêmes formations. Il peut le penser, mais il ne peut pas le dire. Donc, élément très important du cut-off. Donc, il faut aller identifier les risques et puis faire ce que nous, on adore dire, un plan de mitigation. Alors, il n'y a qu'en fiscalité hein, qu'on parle de ça, moi je ne l'ai jamais utilisé ailleurs. C'est-à-dire comment on va développer une stratégie pour réduire les risques et notamment en fonction de la prescription. Nous, on va aller analyser, puis on va dire, tiens, on voit un risque, notamment lorsqu'on arrive dans une société, mais ce risque, vous l'avez depuis 3 ans. Donc, comment on fait pour le réduire ou le supprimer à l'avenir et qu'au regard des règles de prescription, il puisse totalement disparaître. Suivant les sujets, alors, on a plein de sujets. Les provisions, c'est vraiment souvent un délice parce que sous la pression du client, l'expert comptable accepte des fois des provisions qui n'ont aucun sens. On a aussi le sujet des factures non parvenues. Quand on arrive dans un contrôle fiscal et qu'on voit un montant de facture non parvenu égal au chiffre d'affaires du client, on est quand même un peu étonné. Donc, c'est autant de sujets où on va aller gérer le risque. Alors, quelquefois, on peut aller vers une régularisation fiscale. Ça, c'est toujours la décision du chef d'entreprise. Nous, notre métier, c'est de déterminer le risque et d'expliquer comment notre sensibilité au risque va jouer et mettre en péril ou pas, parce que nous, on a des sujets quand même où lorsqu'on arrive, on voit des sujets, on explique, mais si l'administration vient, vous avez vraiment une mise en péril de l'entreprise. On a eu ce sujet au cours des 2 dernières années sur 2 sociétés de taille relativement importante. Quand je dis relativement importante, c'est-à-dire qu'on avoisinait les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, où
On intervient à la demande du commissaire aux comptes qui se dit qu'il y a un truc qui fiscalement ne doit pas tourner. Et effectivement, lorsque nous on regarde, on voit des incidences fiscales en millions d'euros. Parce que il y a une prise de décision qui n'est pas partagée dans l'entreprise et qui n'est pas partagée avec les conseils. Et, et on voit que la décision qui commercialement peut avoir du sens pour l'entreprise ne s'explique pas du tout fiscalement. Dernier élément quand même dans la gestion des risques fiscaux, c'est toujours la relation avec l'administration fiscale. Alors, j'ai une expression, j'aime bien dire qu'il faut sortir du dîner de con. C'est-à-dire que l'inspecteur des impôts, dont le seul but serait d'allumer le contribuable, alors ça existe, mais au même titre que, on peut avoir des contribuables dont le seul but est de ne pas payer l'impôt. Les deux sont aussi ridicules. Et donc, moi, je dis souvent à mes clients, mais on va prendre le téléphone, on va aller parler à l'administration ou on va même aller les rencontrer. Quand on met de la relation humaine, on peut régler quand même beaucoup de sujets. Beaucoup, beaucoup de sujets. Alors, ça ne veut pas dire que quelquefois on ne se trouve pas devant un mur. J'ai par exemple une demande de remboursement de TVA européenne où l'administration fiscale, pour plusieurs centaines de milliers d'euros, ne nous répond pas, ce qui est un vrai scandale. On a signé des règlements, des directives européennes, notamment, alors je parle sur de la TVA site Internet, l'administration fiscale ne nous répond pas. On a payé, mon client a payé en doublon la France et d'autres pays européens, ils ont tous les éléments, il n'est pas logique qu'on soit obligé d'aller devant le tribunal administratif. Mais ça reste quand même l'exception sur des sujets particuliers. Donc là, on a vu ce qui concerne la sécurisation. On a un deuxième aspect, c'est l'optimisation fiscale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va regarder votre bilan, souvent le seul réflexe du chef d'entreprise, c'est dire comment je vais faire diminuer mon IS. Alors nous, notre premier réflexe, c'est de dire est-ce que votre IS tel qu'il a été déterminé, soit en interne, soit avec l'expert comptable, on n'a pas des sujets. Souvent, d'ailleurs, c'est l'expert comptable qui nous dit, mais moi, j'ai un ou deux sujets, comment on va le traiter? Je rappelle que l'expert comptable est censé être un spécialiste de la comptabilité, vous voyez, le lapsus, et le fiscaliste de la fiscalité. Alors malheureusement, l'un et l'autre ont chacun, ou heureusement, chacun leur chasse gardée. Il se trouve que nous, lorsqu'on arrive, souvent ça se passe très très bien et on va aller sur des points de détail parce que le travail a déjà été fait en amont, mais on en a certains qui soit n'ont pas du tout fait le travail, et on a souvent de l'abattage. Alors, on arrive aujourd'hui à déterminer, parce qu'on voit les structurations aujourd'hui des cabinets d'expertise comptable, plus ils sont petits, plus effectivement ils ont du mal à avoir une véritable analyse euh, et une vraie méthodologie de travail. Il suffit pas, lorsque dans un contrôle fiscal, on demande, nous, à l'expert comptable qu'on veut son dossier de travail ou un cadrage TVA et qui nous dit, ah ben non, mais dans le dossier de travail, je crois qu'il est vide ou on n'a pas de cadrage TVA. Alors, c'est vraiment l'exception hein, chez les experts comptables, mais il y a quand même un problème. Donc, sur la stratégie d'optimisation, il faut toujours restreindre la volonté du client, même si c'est lui obligatoirement qui va avoir le dernier mot. Et donc, on va avoir des sujets qui concernent les amortissements, les provisions, les déductions pour investissement, et tout ça, nous, notre sujet. Alors, on a aussi le sujet des abandons de créances caractère financier ou commercial avec un régime fiscal différent. Et donc, nous, ça va être souvent de se poser la question de la documentation qui existe ou qui doit être faite. Je prends l'exemple chez un de mes clients, on avait un sujet où il trouvait que l'impôt était élevé, puis il nous parle d'une filiale à l'étranger qui a des difficultés. Et on parle quand même d'un abandon de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on a échangé avec eux, on l'a validé. Il se trouve que près d'un an après, on a eu un contrôle fiscal et
cet élément qui au départ n'avait été vu par personne, cet abandon, de dire tiens, on peut peut-être gagner de l'IS et que nous avons sécurisé, l'administration fiscale l'a validé à 100%. Donc, il faut vraiment aller échanger avec la société pour voir tous ces points. Ça, pour moi, la stratégie de déduction, de réduction, qui concerne également la TVA, hein. Il y a des vrais sujets en matière de TVA et de flux. Alors en TVA, par définition, ça joue plus sur l'avenir que sur le passé, parce qu'on va changer une méthodologie. Tout ça, c'est des éléments qui sont pas structurels, qui sont propres à l'année. Et puis après, on va avoir des choix structurels. Structurels, c'est est-ce qu'on va filialiser une activité? Est-ce qu'on a besoin d'une holding pour optimiser les rémunérations des dirigeants? Et puis on a le grand sujet qui est un peu une tarte à la crème, parce que si on veut faire peur ou quand on arrive dans une entreprise, tout le monde nous en parle, c'est le prix de transfert. Alors le prix de transfert n'est pas donné à tout le monde. Et je dirais basiquement, c'est avant tout un acte anormal de gestion qui peut, dans les sociétés d'une certaine taille, se transformer en problématique de prix de transfert. Et pour le coup, euh, le, le sujet du prix de transfert, il est totalement différent. Il va se poser effectivement souvent à l'international, mais également en France si on n'est pas dans le cadre d'une intégration fiscale. Sachant quand même, je rappelle que l'intégration fiscale ne protège pas de tout, puisque maintenant, ça doit faire depuis 2018 ou 2019, on neutralise les abandons de créances, et donc effectivement, il peut y avoir une remise en cause sur les aides faites entre sociétés. Donc, on a vraiment un sujet structurel sur l'optimisation fiscale qui va permettre de dire à la fin, voilà, quand on regarde votre bilan 2023, à notre avis, il peut être nécessaire d'isoler la marque, de transférer dans telle ou telle structure telle activité. Et on le voit, nous, on l'a vu récemment sur un groupe où on n'est pas du tout sur le sujet, mais à un moment, je leur dis, mais on a quand même à l'avenir une problématique parce que votre marque se trouve dans la filiale, dans une sous-filiale, alors qu'elle travaille avec tout le monde. Et si on restructurait de telle et telle manière, ce serait quand même beaucoup plus simple en visibilité, en sécurité fiscale. Et effectivement, ils n'y avaient jamais vraiment pensé, étaient toujours sous la même contrainte, sans se dire on peut bouger un peu les cartes. Donc, la revue fiscale sert aussi à cela. Voilà, donc pour synthétiser, et puis je répondrai, j'ai vu une question, pour synthétiser, très important, deux aspects sur le sujet, c'est-à-dire la gestion du risque, faire très attention à la documentation qui existe. Je dirais la documentation, c'est votre meilleur ami, mais ça peut devenir votre pire ennemi. Car quand on arrive dans un contrôle, l'administration souvent nous dit, bah, regardez, hein, c'est marqué, c'est eux qui l'ont indiqué dans le contrat, dans le PV d'assemblée. Donc, vraiment faire très, très attention. Les documentations rédigées au rabais, ou maintenant même par l'intelligence artificielle, là, nous, on envoie, des fois, nos clients nous en soumettent. J'ai eu un document où mon client m'a écrit en début de semaine, il me dit, tu peux vérifier en 2 minutes. Et donc, j'ai vérifié le lendemain et je lui ai dit, il m'a fallu 5 secondes pour voir ton document, c'était vraiment un torchon. Il respecte aucune règle juridique, aucune règle fiscale, et il met en danger la boîte qui va rentrer dans un process de vente. Donc, on ne peut pas faire du juridique ou de la fiscalité au rabais, au même titre qu'on ne peut pas faire aujourd'hui de la comptabilité au rabais. Lorsque mes clients viennent me dire, ah, mais j'ai super l'expert comptable le moins cher de Paris, je leur dis, mais votre expert comptable le moins cher de Paris, ça va se transformer en contrôle fiscal le plus cher de Paris. Et ça, je le vois, mais alors continuellement. Donc, soit effectivement, on veut une entreprise, on veut qu'elle prospère et on veut vivre confortablement et pouvoir un jour la vendre. Et donc, il faut savoir s'entourer.
Et pour le coup, c'est un avocat fiscaliste qui vous le dit. Et donc, je terminerai par la petite question qui concerne si une entreprise travaille avec des entreprises étrangères, devrait-on traduire en français les documents en cas de contrôle? Non, aujourd'hui, il se trouve qu'hier, on se posait la question sur des documents. Non, non, l'anglais aujourd'hui est quand même maîtrisé par l'administration fiscale. Maintenant, si la personne de l'administration a un souci, généralement, ils vont nous demander une traduction libre du document. Mais dans un monde international, effectivement, si vous avez des documents en chinois ou en langue un peu exotique, oui, on traduit, mais sinon, c'est pas nécessaire. Et quant au fait de mettre des petits-enfants dans une société, bah, évitez de créer des problèmes à vos petits-enfants à l'avenir parce que une société, ça peut gagner de l'argent, mais ça peut aussi déposer le bilan. Donc, on ne met jamais la charrue avant les bœufs. On ne va jamais structurer une société avec des filiales, des sous-filiales lorsqu'on n'a pas encore fait 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, on peut à un moment faire des donations, mais mettre des enfants ou des petits-enfants dans le capital social, c'est aujourd'hui un véritable délire. Et de toute façon, ça sera un handicap parce que votre banquier, à un moment, vous dira, mais moi, je ne peux pas vous prêter d'argent. Je vois que 35 ou 40% du capital est détenu par des mineurs. Donc, c'est surtout la fausse bonne idée. Il y a des règles de base à respecter. Et dites-vous bien une chose, hein, j'ai appris ça avec l'expérience, c'est si vous êtes le seul à faire un montage, c'est que par définition, si les autres l'ont pas fait, c'est qu'il y a quand même un loup à l'intérieur. Donc, faites attention à ça. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous.